Attention, ce n'est plus qu'une question d'heure, le gouvernement du nouveau Premier ministre Michel Barnier sera présenté, alors pas ce vendredi, mais avant dimanche, c'est ce qu'a annoncé Matignon ce jeudi, après que Michel Barnier a remis une liste de ministres à Emmanuel Macron. Alors qui va faire partie de ce gouvernement? Comment peut-on analyser ses choix? Et quelles ont été les réactions? Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors après 2 semaines de consultation pour former un gouvernement après sa nomination, Michel Barnier, qui est donc membre du parti Les Républicains, a finalement proposé ce jeudi une liste à Emmanuel Macron, une liste sur laquelle figurent donc les noms de celles et ceux qui vont l'entourer au sein de ce gouvernement. En France, c'est le président de la République qui nomme les ministres sur proposition du Premier ministre, et c'est donc Emmanuel Macron qui va les valider. Et justement, ce jeudi soir, Emmanuel Macron aurait demandé quelques ultimes modifications concernant cette liste, sans pour autant bloquer aucun nom selon l'Élysée. La liste, elle doit ensuite être vérifiée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est a priori ce qui est en train d'être fait en ce moment, avant la nomination officielle des futurs ministres. Mais alors, qui pourrait faire partie du futur gouvernement de Michel Barnier? Bon, pour le moment, il n'y a aucune liste officielle qui n'a été dévoilée, mais il y a beaucoup de noms qui sont déjà sortis, soit dans la presse, soit même d'ailleurs par des personnalités politiques. On peut penser par exemple à Laurent Wauquiez, qui est le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale, qui est donc l'un des cadres du parti Les Républicains. On peut penser aussi à des noms qui ont fuité via Gabriel Attal, qui est à la tête des députés Ensemble pour la République, autrement dit donc le camp d'Emmanuel Macron. Michel Barnier aurait donc établi une liste de 38 ministres, dont 16 de plein exercice. Alors ministre de plein exercice, ça veut dire que c'est un membre du gouvernement qui est responsable d'un ministère à part entière, contrairement par exemple à un ministre délégué ou à un secrétaire d'État qui fait partie du gouvernement. En gros donc, les ministres de plein exercice, c'est les plus importants, et c'est sur eux qu'on va se concentrer aujourd'hui. Vous inquiétez pas, je vais pas vous faire une liste de la trentaine de ministres dans les médias, surtout que de toute façon, c'est pas encore officiel, ou en tout cas publié de façon officielle. Alors parmi eux, 7 seraient issus du camp Ensemble pour la République, le camp donc présidentiel. 3 seraient issus du parti Les Républicains, donc le parti de Michel Barnier. Et on a ensuite 2 qui appartiennent au MoDem, donc le parti de François Bayrou, allié historique du camp présidentiel. Il y aurait aussi un ministre Horizon, le parti donc de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, un ministre de l'UDI, un ministre d'hiver droite et un d'hiver gauche. Et cette composition, vous l'avez remarqué, elle confirme une droitisation du mandat d'Emmanuel Macron, puisque à l'issue donc de ces discussions, il n'y a quasiment aucun ministre classé à gauche. Alors pour ce qui est des ministres démissionnaires du gouvernement de Gabriel Attal, il y a Sébastien Lecornu qui devrait conserver son poste au ministère des Armées, il y a Agnès Pannier-Runacher qui était ministre déléguée à l'agriculture, qui est quant à elle pressentie à l'écologie. Quant à Rachida Dati, elle devrait conserver a priori son poste de ministre de la Culture. En revanche, Gérald Darmanin, ministre démissionnaire de l'Intérieur, ne devrait pas faire partie du nouveau gouvernement. Il devrait être remplacé a priori par Bruno Retailleau, qui est une figure de la droite catholique conservatrice et qui est membre du parti Les Républicains. Bref, sans trop surprise donc, c'est un gouvernement qui est classé à droite. Il y a un nom pour l'instant qui fait particulièrement réagir et qui fait débat au sein même de l'Élysée selon plusieurs médias. C'est celui de la sénatrice LR Laurent Garnier, qui a été proposé donc par Michel Barnier pour occuper le poste de ministre délégué chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles. En fait, sa présence dans le futur gouvernement, elle a été particulièrement critiquée à gauche, puisqu'elle avait été très impliquée dans la manif pour tous, était donc contre le mariage entre personnes de même sexe. Elle s'était aussi opposée à la constitutionnalisation de l'avortement, et elle s'était aussi opposée à l'interdiction des thérapies de conversion. C'est donc des pratiques très controversées qui visent à pousser des personnes homosexuelles à devenir hétérosexuelles avec tout un tas de pratiques. On en avait parlé dans ce format des Actus du jour. La gauche estime donc que ces positions pourraient être contraires à toutes les familles qui peuvent exister aujourd'hui. Et ce qu'on peut noter, c'est que selon les informations de France Info, Emmanuel Macron aurait demandé le retrait de son nom. On verra donc ce qu'il en est et à quoi ça ressemble donc dans cette version définitive. A noter par ailleurs que Laurent Wauquiez, qui est donc le président du groupe de députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, a annoncé qu'il ne ferait pas partie du gouvernement Barnier, n'ayant pas obtenu le poste de ministre de l'Intérieur qu'il souhaitait et refusant un poste au ministère de l'Économie. Beaucoup estiment qu'il souhaite se positionner pour être candidat en 2027, puisque c'est l'une des figures de la droite et l'une des figures du parti Les Républicains. On verra donc tout ça dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, plus largement, on peut imaginer
imaginer que Michel Barnier avait ses volontés de son côté, mais du côté aussi éventuellement des grandes figures du gouvernement précédent, certaines ont potentiellement fait le choix de ne pas faire partie de ce gouvernement. Alors on peut penser à Gabriel Attal, Édouard Philippe ou encore Gérald Darmanin, et leur stratégie pourrait être potentiellement de rester en dehors de ce gouvernement qui durera pour une période, disons, indéterminée. On va en reparler juste après. Éviter donc de prendre le risque d'être dans ces difficultés et commencer à se placer dans l'optique de l'élection présidentielle de 2027 qui dans tous les cas va arriver assez vite. Alors rapidement, quelles ont été les réactions? Bon, du côté du camp présidentiel et des Républicains, relativement peu de réactions pour l'instant. En fait, ça a surtout été des discussions puisqu'ils sont nombreux donc à faire partie du gouvernement. On sait d'ailleurs que ça a été tendu à certains moments cette semaine. L'entourage de Michel Barnier a laissé entendre plusieurs fois qu'il démissionnerait si c'était trop compliqué dans les négociations avec les différents camps. Et donc on verra à quoi ça ressemble dans les prochains jours. Du côté de la gauche, eh bien, le nouveau Front Populaire, donc l'alliance des partis de gauche, est arrivé en tête des élections législatives. Ils avaient proposé, vous le savez maintenant, je pense si vous suivez ce format, le nom de Lucie Castet pour le poste de Premier ministre. Et donc le nouveau Front Populaire a depuis annoncé qu'il censurerait tout autre gouvernement. Donc ils vont déjà censurer ce gouvernement-là. Et on revient là-dessus juste après, mais à la diffusion de cette liste, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a dénoncé sur X le fait que, je cite, les battus des dernières élections composent le gouvernement avec beaucoup de personnes donc du camp présidentiel, près de 10 ministres principaux sur 16 qui seraient du camp présidentiel, selon donc ces premières informations qui restent à confirmer d'ici dimanche. Il a d'ailleurs appelé à manifester ce samedi, je cite, partout en France contre la plus grande arnaque de la 5ème République. De son côté, l'ancien président socialiste François Hollande a déploré sur RMC le fait que le nouveau gouvernement soit constitué, je cite, d'à peu près les mêmes, mais plus à droite encore. Ça c'est donc du côté de la gauche. Voyons maintenant du côté du Rassemblement national. Le député Sébastien Chenu estime dans une interview à RTL que, je cite, les Français ne peuvent se sentir que trahis. Ils votent contre Emmanuel Macron aux européennes, ils votent contre les candidats d'Emmanuel Macron aux élections législatives, et à la fin, ils se retrouvent avec un gouvernement sous occupation macroniste adossé aux Républicains. Fin de citation. Alors face à tout cela, est-ce que le gouvernement de Michel Barnier va être censuré? Est-ce qu'il va pouvoir tenir? On en a déjà parlé sur la chaîne. La façon pour les députés opposés au gouvernement de le pousser à la démission, c'est de voter une motion de censure qui doit être signée et votée par une majorité absolue des députés. Donc ça fait au moins 289 députés qui sont nécessaires. Le gouvernement de Michel Barnier, si ça tient, ça ferait environ 213 députés alliés à l'Assemblée nationale. Donc on est loin de la majorité absolue. Mais en face, du côté de l'opposition, donc, le nouveau Front Populaire, il compte quant à lui 193 députés, ce qui n'est pas suffisant pour renverser à lui tout seul le gouvernement de Michel Barnier. Faut donc voir quelle va être la position du Rassemblement national et de ses alliés avec leurs près de 130 députés. Pour l'instant, ils ont déclaré ne pas voter de motion de censure au préalable. C'est ce qu'avait rappelé Marine Le Pen ce mercredi dans le journal Le Parisien. Mais on verra donc, en fonction de l'orientation politique et des mesures qui sont annoncées par le gouvernement, si ils votent une motion de censure et donc rejoignent le nouveau Front Populaire pour faire tomber le gouvernement. Bref, on verra tout ça. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Du coup, pour suivre ce gouvernement, rendez-vous ce week-end. Alors, pas sur YouTube ni en podcast parce que ce format des actus du jour, le week-end, on ne le fait pas. Du coup, rendez-vous directement sur Instagram. Là, vous le savez, je pense. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous vous abonnez, comme ça, vous êtes sûr de savoir quand ça tombe. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après pour la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'armée israélienne a annoncé avoir mené de nouvelles attaques aériennes au Liban visant des systèmes lance-roquettes du Hezbollah, je cite, prêts à être utilisés immédiatement pour tirer sur le territoire israélien. Le Hezbollah, c'est un parti islamiste libanais dont la branche armée est classée comme organisation terroriste par l'Union européenne notamment et il est allié du Hamas. Ces nouveaux tirs interviennent dans un climat de grande tension. Mardi et mercredi, des milliers d'appareils de communication ont explosé en même temps dans plusieurs régions du Liban, faisant près de 3000 blessés et au moins 37 morts, dont de nombreux membres du Hezbollah. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a depuis reconnu que son organisation avait reçu un coup sans précédent et il a promis, je cite, un terrible châtiment et une juste rétribution. Il accuse Israël d'être responsable de l'ensemble de ces attaques. D'ailleurs, en réponse, le Hezbollah a tiré 130 roquettes en direction du nord d'Israël ce vendredi midi. Plus tard dans la journée, l'armée israélienne a indiqué avoir mené une frappe ciblée sur Beyrouth, la capitale du Liban. Cette frappe a tué
tué au moins 8 personnes et fait 59 blessés, selon le ministère libanais de la Santé. D'après une source proche du Hezbollah, un important chef du mouvement a été tué. Alors une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demandée par l'Algérie a eu lieu ce vendredi pour discuter de la situation. Plusieurs dirigeants internationaux, comme le président américain Joe Biden et Emmanuel Macron, plaident pour plus de diplomatie. Le président français s'est adressé aux Libanais dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Il leur assure, je cite, que la guerre n'est pas inéluctable. Deuxième actu, une partie des laboratoires de biologie se sont mis en grève ce vendredi et ce jusqu'à lundi prochain inclus. L'objectif des 7 syndicats qui appellent à la grève, c'est de montrer leur mécontentement à la Caisse nationale d'assurance maladie. Les professionnels lui reprochent principalement de faire, je cite, baisser les tarifs des actes de biologie. En fait, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui fixe elle-même les prix des actes médicaux, comme les prises de sang, et cela s'applique à tous les laboratoires. Cette baisse des tarifs entraîne donc des marges moins importantes pour les laboratoires. Certains disent avoir de plus en plus de mal à payer leur personnel ou le transport pour aller récupérer les tubes d'analyse dans des zones éloignées. Les syndicats conseillent aux 500 000 patients qu'ils accueillent en moyenne tous les jours de reporter leur venue. Troisième actu, plusieurs géants d'internet comme Facebook, TikTok, YouTube ou encore Amazon sont accusés de pratiquer une surveillance de masse. C'est la Federal Trade Commission, une autorité américaine qui contrôle la concurrence, qui l'affirme dans un rapport publié ce mercredi après 4 ans de travail. En fait, la commission a demandé à 9 sociétés de lui envoyer leurs données pour vérifier comment celles des consommateurs sont stockées et ce qu'elles deviennent. Résultat, une grande quantité des informations personnelles, comme le nom, l'âge ou encore les sites internet les plus consultés, sont ensuite revendues à d'autres entreprises pour faire de la publicité ciblée. Un porte-parole de Google, José Cataneda, a réagi en assurant « Nous ne vendons jamais d'informations personnelles et n'utilisons pas d'informations sensibles pour proposer des pubs ». Alors pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée, mais certaines sociétés comme le groupe Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, avaient déjà été condamnées en mai 2023 à payer une amende record de 1,2 milliard d'euros pour non-respect des règles européennes sur la protection des données. Quatrième actu, on en sait un peu plus sur les origines du Covid-19 grâce à une étude du CNRS publiée dans la revue scientifique américaine Cell ce jeudi. Les chercheurs sont désormais presque certains que le virus a été transmis fin 2019 à l'homme par des animaux sauvages vendus sur le marché chinois de Huanan à Wuhan. Depuis plusieurs années, c'est souvent le pangolin qui est accusé d'avoir transmis le virus en premier. Mais les scientifiques pensent aujourd'hui que d'autres animaux comme le rat de bambou ou le chien vivérin, qui ressemble beaucoup à un raton laveur, pourraient être à l'origine de la première transmission. La piste d'une fuite de laboratoire jugée improbable par l'OMS mais probable par le FBI reste-t-elle étudiée, mais je cite, ne repose pour l'heure que sur des suspicions et spéculations. Les données disponibles pointent tout vers une origine naturelle. Cinquième actu, MrBeast, le youtubeur le plus suivi au monde, est poursuivi pour mauvais traitement chronique et harcèlement sexuel sur le tournage de son émission de télé-réalité Beast Games qui doit être diffusée sur Amazon Prime. Le principe, 1000 participants doivent s'affronter pour rafler un jackpot de 5 millions de dollars. Mais 5 participants à la future émission ont porté plainte ce lundi contre la société de production de MrBeast et contre Amazon, selon les informations recueillies par la BBC. Ils affirment avoir été exploités, ne pas avoir été payés et avoir été soumis à des conditions dangereuses. Selon un communiqué des avocats des participants, cité par le média Variety, des participants auraient été hospitalisés et une ancienne candidate affirme que des cas de harcèlement sexuel, je cite, n'ont pas seulement été remarqués, mais autorisés. Amazon et MrBeast n'ont pour le moment pas commenté ces plaintes. Et on finit avec cette actu. Ce week-end ont lieu les journées européennes du patrimoine. C'est un événement annuel qui permet au grand public de découvrir des monuments, des sites historiques, des bâtiments et des lieux culturels qui sont souvent fermés ou peu accessibles tout au long de l'année. Alors il y a de nombreux sites à explorer un peu partout en France, dans l'Hexagone et dans les territoires d'outre-mer. L'un des sites les plus populaires chaque année, c'est le Palais de l'Élysée et toutes les places se sont écoulées en à peine 45 minutes. Il y a aussi le Château d'If qui est situé au large de Marseille et dont vous avez peut-être entendu parler récemment puisqu'on le voit dans le film Le Comte de Monte Cristo. Je vous mets des liens en description. Merci beaucoup Léa. Alors la question du jour c'est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on parle très peu des derniers dérapages politiques? Et là il cite McKinsey, le lobby des crèches, l'aide à la fraude fiscale pour le PSG, le bilan de Bruno Le Maire, etc. Est-ce que c'est des fausses infos? Parce que si c'est bien le cas, c'est quand même des sujets majeurs. Fin de citation. Alors il y a beaucoup de choses là-dedans, mais je peux essayer de donner certains éléments de réponse. Alors McKinsey par exemple, cette semaine on n'en a pas parlé, on aurait pu en parler, il y a eu ce cache investigation donc qui est sorti et je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus là-dessus. Simplement il y avait l'actualité internationale que vous avez suivie et donc on a privilégié ces sujets-là, mais c'est un sujet important. Sur la question de McKinsey, je vous renvoie notamment aux actus du jour qu'on avait posté à l'époque. On avait fait plusieurs épisodes pour évoquer justement tout ça et je vous mets des liens en description
description si vous voulez redécouvrir ces épisodes et comprendre de quoi on parle. Pour la question du bilan de Bruno Le Maire, je pense que c'est une question plus large sur la question du budget, où effectivement c'est un sujet qu'on va faire, je pense, dans les prochains jours, sur la question du budget de l'État et à quoi ça ressemble, et sur le débat politique autour de tout ça, donc c'est prévu d'en parler. Concernant le sujet des liens entre Gérald Darmanin et le club de Paris, parce qu'il me semble que tu fais référence à ça, il me semble qu'on en avait parlé il y a quelques mois, et dans tous les cas, on en reparlera dans les prochains jours. Et enfin, sur le dernier sujet, sur la question des crèches privées, en l'occurrence, on a une vidéo dédiée qui arrive à ce sujet. En fait, ça va se passer sur notre chaîne YouTube des grands formats, donc pas la chaîne YouTube des Actus du jour, mais l'autre chaîne YouTube. Concrètement, il y a un journaliste d'investigation qui s'appelle Victor Castanet, qui a publié cette semaine cet ouvrage qui s'appelle Les Ogres. Et en l'occurrence, on publie dimanche une interview de plus d'une heure que j'ai pu faire de Victor Castanet et qui revient tout simplement sur des cas de maltraitance d'enfants dans des crèches privées en France et plus largement sur un système à la dérive. Donc voilà, on a décidé d'en faire un format d'une heure d'interview parce qu'on considère que c'est un sujet important, et donc vous allez pouvoir le retrouver ce week-end et ce dimanche plus précisément sur notre chaîne YouTube des grands formats. Et j'espère d'ailleurs au passage que ces formats comme ça d'interview vous plairont, parce que c'est potentiellement quelque chose, si ça vous plaît, qu'on pourra reproduire. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je pense qu'on prendra le temps la semaine prochaine de répondre à une autre question: comment est-ce qu'on fait pour choisir notre sujet, parce que c'est une question qui revient souvent et que je trouve super intéressante. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions directement dans les commentaires. Rendez-vous sur Instagram, donc sur le compte Hugo Decrypt ce week-end pour connaître la nomination du gouvernement. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à très vite.